l'Espagne est aveuglée par ses succès d'opérette, qui rendront plus cruels encore les échecs à venir. La plupart de ces conquêtes qu'on présentait dans la presse comme des grandes conquêtes, des grandes traités militaires, en fait, ils étaient obtenus par un soudoyant les notables c'est-à-dire on pactisait, on parvenait à des accords comme quoi on occupe le territoire en échange en monnayant de l'argent. Au royaume des aveugles, des borgnes sont rois. C'est à cette période que Milan Astrée fonde le Tercio, sur le modèle de la Légion étrangère française, en confiant à Franco le commandement de la première Bandera, composée de 3 compagnies. Mon père venait de mourir, sans doute empoisonné par les Espagnols. Comme les chefs d'Ebni ou Yarel étaient venus, selon la tradition, me présenter leurs condoléances, j'engageai avec eux des pourparlers au sujet des rapports hispano-rifains. Bien qu'ils soient portés à la discorde dans les temps d'insouciance, les Rifains ne tardent pas à s'unir quand ils sentent leur liberté menacée. L'élite intertribale déchirait le pays. C'est-à-dire seulement à l'occasion où il y avait un ennemi étranger, il y avait des coalitions tribales. Mais c'était toujours éphémère, parce que toujours quand ce péril, ce danger passait, ils se séparaient de nouveau. Mais il n'y avait pas une union, ils se combattaient les uns aux autres. Ce qu'il a dit, c'est qu'il faut finir avec ces combats, ces luttes antérieures, il faut penser à l'unité. Pour lui, le mot unité, union, c'était fondamental. Dans les premiers jours de janvier 1921, Sylvestre s'approche du lieu-dit Anoual pour placer les bases de ses futures opérations. L'Espagne, qui ignore combien l'autorité d'Abdelkrim s'est renforcée au fil des mois, prend ses rêves pour des réalités et enregistre ses premières défaites contre des tribus qui se renforcent de jour en jour. Tandis qu'au fil de semaines, toutes les positions autour d'Anoual ont cédé les unes après les autres, dans la nuit du 21 juillet 1921, le général Sylvestre envoie plusieurs télégrammes de suite en réclamant des renforts. Que ce soit tout de suite, autrement plus la peine. À l'aube, le signal de la retraite est donné. 5000 hommes se retirent dans l'affolement, sans aucune organisation prévue pour leur défense, dévalant la montagne sous un soleil de plomb, dans une indescriptible débandade. Le scénario tourne au cauchemar. Mais cet écroulement de position, attention, il n'y a jamais eu une attaque des Rifains à Anoual. C'était la panique qui a produit la tombée de tous les postes militaires. C'est-à-dire, à un moment donné, la panique, ils ont pensé qu'ils étaient attaqués par les Rifains. C'était une fausse alarme. Et on a donné l'ordre d'évacuation de la position. Les troupes ont évacué la position dans des conditions complètement inappropriées, c'est-à-dire c'était le désordre, c'était la débandade, c'était une débâcle absolument incroyable, incroyable. Ceux qui n'ont pas été faits prisonniers par Abdelkrim sont massacrés par des tribus incontrôlées. Quand les Espagnols découvrent leur mort quelques semaines plus tard, dans ce qu'il reste du fort de Monte Aruit, où les rescapés d'Anoual en route pour Melilla s'étaient réfugiés, ils sont épouvantés par l'étendue du carnage. 3000 cadavres se décomposent au milieu des champs. 3000 cadavres à ramasser, à identifier.
éviter ce massacre. Dieu m'en est témoin. Il a été perpétré par des rifins qui vivaient en totale anarchie et ne respectaient pas mes ordres. En ce qui concerne la débâcle d'Anoual, elle nous rapportait en plus des prisonniers 150 canons, 10 000 fusils, d'incalculables stocks d'obus et des millions de cartouches, des automobiles, des camions, des médicaments, du matériel de campement. Pour ménager une porte à la négociation et épargner d'autres vies humaines, je faisais en sorte de ne pas occuper Melilla et je libérais les femmes et les enfants. Il sait bien que la guerre, c'est sa fin. Il a profondément le sens que la guerre, c'est sa perte. Non. Il ne peut pas gagner, mais il le sait qu'il ne peut pas gagner. Et il l'a dit du reste, dès 1926, il le déclare, et ensuite il le répétera en 1947 quand il s'évadera conquérir, mais il a dit « je suis venu trop tôt ». Ce n'est pas possible de faire la rupture à cette époque-là. Mais je crois que ça, il le sent profondément. Et il fait la guerre, bien qu'il sache que la guerre, dans la guerre, les puissances dominantes l'emporteront. Tandis qu'Abdelkrim attend l'ouverture de négociations pour établir la paix sur des bases sérieuses, le gouvernement espagnol ne pense qu'à une revanche rapide et à récupérer ses prisonniers par la force. En quelques mois, nous allions démontrer qu'un petit peuple était capable de prendre en main son destin. J'allais jeter les bases d'un État, commencer à moderniser la vie des tribus et les unifier. J'allais créer une justice, une armée, une école. J'allais entreprendre un recensement de la population. J'allais même convaincre les rifins de payer un impôt pour financer nos dépenses. Alors que j'avais toujours dit aux Espagnols que nous leur gardions la porte ouverte et que j'étais prêt à négocier sur un pied d'égalité la libération des prisonniers, le gouvernement mena une campagne violente contre moi, me présentant comme un ennemi de l'humanité. En novembre 1921, alors que la communauté internationale est en train de bannir les armes chimiques, le grand spécialiste allemand atterrit à Madrid pour dresser les plans d'une usine aux environs de la capitale. Pour faciliter la discrétion des échanges, Stolzenberg obtient la nationalité espagnole. Le budget militaire est multiplié par 3, dans le but d'écraser le soulèvement rifin et la lutte d'Abdelkrim, dont la notoriété franchit les frontières du Rif, contribuant à faire de cet homme une figure de légende. Im Laufe des Rifkrieges tauchten eine ganze Reihe von Europäern in der unmittelbaren Umgebung von... Au cours de la guerre du Rif, une série d'Européens apparurent dans l'entourage immédiat d'Abdelkrim. C'étaient des gens très différents. Des contrebandiers qui livraient des armes ou des vivres. Des transfuges de la Légion étrangère française ou espagnole, qui accédèrent à des rôles de conseillers militaires plus ou moins importants. Des gens qui cherchaient des contrats miniers. Des conseillers politiques, qui pour les raisons les plus diverses, souhaitaient aider Abdelkrim dans son combat pour la reconnaissance internationale et l'indépendance. Tandis que la reine rend charitablement visite aux blessés du Maroc, Indalecio Prieto, grand orateur socialiste, s'indigne au Cortés de ce que les légionnaires ne fassent pas de prisonniers. Il est vrai que Franco autorise ses légionnaires à tuer, violer, piller
brûlés et mutilés. Et l'image du Rifin sous-développé et barbare est remise au goût du jour. Après l'avoir transformé en sauvage, on lui ôte peu à peu tous les attributs de l'humanité. Après l'avoir ridiculisé, on le chosifie pour pouvoir le combattre sans plus se poser de questions. Le devoir de civiliser le Rifin cède la place à celui de l'exterminer, par tous les moyens. Et ces militaires étaient en général des militaires qui faisaient partie des troupes de choc. Et c'était des officiers avec une mentalité très particulière. Vous savez très bien les atrocités et les actes de violence et de cruauté qu'ils sont capables de commettre, c'est-à-dire dans une guerre coloniale. Ils ont commis par la suite en Espagne, en utilisant les mêmes méthodes que celles de la guerre coloniale.